Bonjour à tous. Karim, Paolo, bonjour. Bonjour. Bonjour Ahmed. Très heureux de vous avoir tous ce matin pour parler d'un sujet qui à la fois fait l'actualité, qui va faire pour le futur également beaucoup des problématiques et des enjeux de décarbonation de l'atmosphère et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je laisse encore une trentaine de secondes, une minute, parce que je vois qu'il y a les gens qui continuent encore de se connecter, et puis on va pouvoir commencer assez vite. Hop. Bon, on est une quarantaine connectés, on peut commencer, je pense. Donc, merci à tous d'être présents ce matin pour cette discussion qu'on organise avec Karim et Paolo au sujet donc, de la dépollution de l'atmosphère. Et on verra que derrière cette notion de dépollution, on a différentes méthodes, différents objectifs et différents procédés par lesquels passer. On verra également que cette dépollution, en fait, ne relève pas d'une ambition, comment dirais-je, faiblement déterminée ou approximative. C'est vraiment un sujet qui va être central dans la transition coordonnée et durable de l'activité mondiale. Et peut-être, avant de commencer, on fait une présentation rapide des intervenants. Donc, si vous le voulez bien, Karim, Paolo, je dis juste quelques mots de Nautilus. Donc, Nautilus, société de conseil Strat pour des acteurs de l'énergie, des services énergétiques qui apportent des solutions à la décarbonation de l'économie et à l'accompagnement de la transition énergétique et écologique, puisque de plus en plus, on intègre dans cette transition l'aspect ressources, durabilité des ressources et accès aux ressources. Et on a des activités à la fois pour les entreprises et les investisseurs. Karim, Paolo, à vous. Très bien, moi je vais commencer, Paolo, si tu veux bien. Donc, Karim Ramani, bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Merci Ahmed pour l'invitation. Et donc, moi je suis ingénieur dans l'énergie. Je travaillais longtemps dans la production d'électricité, dans la maintenance des centrales électriques. Et puis, je suis venu au sujet climat via cet angle. En fait, j'ai été sensibilisé à ces enjeux. Donc, il y a 2 ans, j'ai cofondé Carbon Impact, qui est une société spécialisée dans les technologies et les projets pour l'élimination du carbone. Donc, voilà, très rapidement. Super. Et enchanté tout le monde, moi c'est Paolo Pifaretti, je suis fondateur de Carbonix, qui est une fintech climat se focalisant sur la gestion du risque et l'approvisionnement en crédit carbone permanent. Donc l'idée c'est de faciliter l'accès à ces crédits carbone nécessaires pour atteindre la neutralité carbone des entreprises. Super, merci Paolo, merci Karim. Quelques mots d'orga, on a 1 heure pour cette session. L'idée, c'est de privilégier au maximum la discussion, l'échange libre et questions-réponses. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer d'être le plus serré possible sur la présentation initiale, où on va poser finalement les jalons et les quelques informations indispensables à avoir en tête quand on parle de retrait de capture carbone. Et ensuite, aller très vite, idéalement, vers la session de questions-réponses. Pour ce faire, vous avez dans votre panoplie à droite un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions en fait, au fur et à mesure de l'intervention. Moi, je serai un peu plus en retrait pour cette session. Je vais m'occuper de l'animation et je me chargerai
durant la session de questions-réponses, de distribuer en fait les questions qui auront été posées, de les agglomérer, les agréger le cas échéant pour essayer d'avoir le plus de réponses possibles. Évidemment, pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, soit parce qu'on n'a pas assez de temps, soit parce qu'il faudra qu'on fasse des vérifications supplémentaires, on pourra revenir par écrit dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons pour planter le décor et en fait pour cette discussion, c'est d'avoir une approche très opérationnelle en fait du sujet. Donc, ce qu'on va privilégier dans cette présentation, c'est évidemment de rappeler pourquoi dépolluer l'atmosphère et quelle place de cette activité dans l'effort global de transition énergétique, mais aussi le plus vite possible aller en fait dans les opérations. Donc, ça veut dire les technos, les méthodes, les acteurs qui sont en place et les projets qui se développent, la problématique d'industrialisation, puisque vous verrez que assez vite va se poser la question du passage à l'échelle en fait de tous ces méthodos de dépollution de l'atmosphère. Et dernier point qui est extrêmement important, qui est la mise en place progressive en fait d'un cadre normatif au sein duquel va se développer cette activité. Alors, dans un premier temps, cadre normatif en Europe. On est en Europe et ça va être celui qui va nous préoccuper principalement, mais on peut raisonnablement aussi anticiper qu'un cadre normatif international finira aussi par se mettre en place, soit par des normes ISO, de normalisation ou autre. Je commence par planter le décor en termes d'enjeux et j'irai assez vite sur ce sujet, puisqu'en fait, je pense que toutes les personnes qui participent à la discussion aujourd'hui sont sensibilisées sur le sujet. En revanche, je pense que c'est intéressant de mettre le sujet de la dépollution, entre guillemets, à sa bonne place. Ce graphe est extrait d'un travail publié récemment par le think tank Xenon Research. Il a le mérite de la simplicité et de la clarté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tenir une trajectoire 1,5 degré et réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et justement limiter ce dérèglement climatique va imposer deux choses. Premièrement, réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on parle de flux, des activités qui doivent à terme ne plus émettre de gaz à effet de serre. Mais dans un deuxième temps, et ça ne signifie pas qu'il y aura un cut précis entre le temps 1 et le temps 2, mais schématiquement, dans un deuxième temps, il va falloir retirer en fait du CO2 de l'atmosphère. Retirer du CO2 de l'atmosphère qui provient en fait d'émissions passées. Parce que pour bien comprendre la problématique de l'effet de serre, c'est qu'on a aujourd'hui des particules suspendues dans l'atmosphère qui contribuent à ce réchauffement climatique et nos activités en termes de flux ne font que l'empirer. Donc, il faut de toutes les manières retirer des gaz à effet de serre de l'atmosphère. On peut prendre une image vraiment très bête dans sa tête pour le comprendre, c'est-à-dire aspirer comme un aspirateur, prendre un gigantesque aspirateur. Alors là, ça donne plus l'impression qu'on est sur une technologie particulière. Je ne suis pas en train de pointer sur une technologie par rapport à une autre, mais il faut bien avoir l'idée qu'on a un stock actuellement suspendu dans l'atmosphère qu'il faut retirer complètement d'ici la fin du siècle pour se donner toutes les chances d'avoir une transformation du climat qui soit maîtrisée pour nous. Et maîtrisée pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transformation du climat à laquelle on peut remédier et pour laquelle on peut s'adapter. Et donc, dans la perspective de la préparation de cet objectif de dépollution de l'atmosphère, on commence à avoir une idée des volumes. On parle de 10 milliards de tonnes par an à retirer de l'atmosphère à partir de 2050, et tout ça provient des travaux du GIEC. On commence à avoir aussi une idée des technologies qu'on peut utiliser, sachant que les maturités sont plus ou moins différentes, suivant les procédés utilisés. Et Karim et Paolo auront l'occasion de revenir dessus. Et on commence aussi à poser les jalons réglementaires pour fixer les règles du jeu, en fait, et poursuivre cette comptabilité de retrait et de compensation.
Un point aussi très important à comprendre, et on aura l'occasion de l'évoquer assez largement pendant cette présentation, c'est qu'il faut bien distinguer les différentes étapes et distinguer aussi les processus et les réglementations qui existent. Le système de quotas européen aujourd'hui, en fait, c'est pas la même chose que ce dont on parle aujourd'hui en termes de dépollution de l'atmosphère. Le système de quotas européen, en fait, il vise à réduire les émissions. Il vise à imposer aux industriels et aux gros pollueurs de réduire leurs émissions et donc de réduire leur flux. Ce n'est pas exactement la même chose que ce dont on parle, ce qu'on mentionne comme étant le marché volontaire, hein, et on verra ce qu'on met aujourd'hui derrière cette notion de marché volontaire, qui va dans des configurations assez floues, à la fois potentiellement portés sur des projets de compensation, des projets dits d'évitement ou des projets aussi d'annulation. Et donc, entre réduire, retirer, compenser, annuler, éviter, on voit qu'on a tout un tas de notions qui peuvent s'entrecouper, se chevaucher et qui peuvent nous conduire à nous perdre dans la compréhension globale du sujet. Et on verra avec Karim et Paolo quel terme utiliser dans quelle situation. Mais le plus important pour poser les bases de la discussion et puis aussi apporter une réponse à ce débat que je trouve, moi, un peu stérile sur technosolutionnisme versus sobriété intégrale, c'est un point qui est évident et sans, dans lequel on adhère sans réserve, qui est que de toutes les manières, quelle que soit la trajectoire envisagée, il faut retirer un stock de CO2 actuellement présent dans l'atmosphère et il faut le retirer de l'atmosphère. Voilà. Pardon si j'étais un peu lourd sur ce point, mais c'est hyper important de l'avoir en tête pour la suite de la discussion. Alors, du coup, on va aller sur un premier panorama des technos et des procédés. Et Karim, je te donne la parole. Avec plaisir. Merci Ahmed. Donc, effectivement, tu as bien planté le décor. En effet, on a trop de CO2 dans l'atmosphère qui s'est accumulé depuis la période industrielle. Et donc, l'enjeu, c'est de mettre en place des mesures qui vont prendre des molécules de CO2 initialement dans l'atmosphère et pour les mettre dans des puits de carbone. Donc, j'aime bien ce schéma, en fait, qui est issu de la littérature scientifique, qui montre un peu le panorama, parce que finalement, la finalité est là, elle est claire. Sortir des molécules du système atmosphérique parce qu'elles contribuent à l'effet de serre pour les mettre dans d'autres systèmes. Et pour ça, il y a plein de manières de faire qui s'inspirent à la fois de méthodes naturelles et puis de toute manière de processus physiques qui sont en place. Donc, quand vous regardez ce schéma, en fait, ce qu'on peut retenir pour le voir, donc il est très riche, hein, mais regardez en bas de l'illustration et vous avez un ensemble de puits. Donc, où est-ce qu'on peut mettre le carbone in fine qui ne soit pas dans l'atmosphère? Donc, en bas à gauche, vous pouvez regarder le bâti, l'environnement bâti. Typiquement, si vous faites de la construction bois, eh bien, le bois, c'est un stock de carbone et typiquement, vous pouvez comme ça stocker du carbone hors atmosphère pendant des dizaines d'années. Pareil pour la biomasse terrestre, mais également la biomasse marine. En fait, ce sont des plantes essentiellement qui absorbent le CO2 par photosynthèse et donc elles le retiennent dans leur corps. Donc, tant que vous avez de la biomasse finalement qui est vivante, eh bien, c'est une manière de stocker le carbone hors atmosphère. Et donc, c'est une méthode totalement naturelle, mais qui convient d'encourager, de favoriser. Le carbone, il peut également être dans les sols. C'est-à-dire que les sols, essentiellement, contiennent beaucoup de carbone, mais avec l'agriculture intensive, les sols qui ont été exploités ont perdu, en fait, en cette quantité de carbone. Et donc, il y a des méthodes pour faire en sorte qu'on réinjecte, on stocke plus de carbone dans les sols. Vous avez des méthodes géologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de carbone qui sont sous forme d'hydrocarbures dans des roches poreuses à plusieurs centaines ou milliers de mètres sous terre. Et donc, on peut remettre le CO2 sous forme gazeuse dans ces formations-là. Et donc là, c'est un endroit où il peut être séquestré pendant des dizaines de milliers d'années, en tout cas sur des échelles géologiques. Vous pouvez minéraliser le carbone, c'est-à-dire que le CO2 peut réagir avec certains éléments pour devenir un carbonate, et donc là, ça peut devenir du calcaire ou un carbonate de magnésium typiquement, et là, vous êtes sur une substance qui est durablement non hors atmosphère. Donc ça, c'est toutes les méthodes et c'est tous les puits. Et ensuite,
l'élimination du carbone consiste à faire deux choses. C'est-à-dire qu'il faut d'abord récupérer la molécule de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est là où on va arriver aux méthodes qui permettent de faire ça, donc de partir de l'atmosphère jusqu'à un puits que j'ai mentionné avant. Donc vous avez en vert sur le graphe toutes les parties qui sont plutôt terrestres, et puis en bleu, vous avez toute une famille de méthodes qui sont plutôt marines. Pour faire un panorama très rapide, si vous démarrez en haut à gauche, vous avez tout ce qui concerne en fait favoriser le fait que des arbres poussent et que des forêts soient en croissance. Donc tous les systèmes d'aboisement, de reboisement de terres qui n'étaient pas des forêts permettent d'augmenter la surface de forêt. Et puis une forêt, c'est un stock vivant de carbone, donc il faut absolument le favoriser. Aujourd'hui, c'est la seule méthode qui est déployée à l'échelle d'élimination du carbone atmosphérique. Elle fonctionne, on sait très bien comment faire, c'est mature. En revanche, elle a ses limites puisque on pourra pas régler le problème et atteindre des gigatonnes simplement en plantant des arbres partout. Et puis après, les forêts sont elles-mêmes vulnérables au changement climatique, donc il faut aussi les protéger. Et donc c'est pour ça qu'il faut déployer un ensemble d'autres mesures qui aujourd'hui sont moins à l'échelle, mais c'est tout l'enjeu de la discussion aujourd'hui, comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement que de planter des arbres? Encore une fois, il faut le faire, il faut l'amplifier. C'est facile, c'est une technologie mature, entre guillemets, la nature l'a expérimenté depuis des millions d'années. Vous pouvez donc favoriser la séquestration dans les sols. Je vous ai dit tout à l'heure que le sol peut contenir du carbone, donc vous changez vos pratiques agricoles, d'ailleurs vers des pratiques plus vertueuses qui permettent, notamment avec moins de labour, avec la rotation des cultures, d'avoir plus de carbone. Vous avez des méthodes basées sur la biomasse. Vous prenez de la biomasse qui sont des résidus végétaux d'exploitation forestière. Vous pouvez les brûler, entre guillemets, sans oxygène, sous forme de pyrolyse pour faire le biochar. Donc, c'est un charbon naturel que vous pouvez derrière, après, utiliser dans des matériaux ou épandre dans les sols. Vous avez les méthodes que nous, sur lesquelles on travaille chez Carbon Impact, où on va prendre du CO2 émis par des centrales biomasse pour ensuite le séquestrer dans des puits. Vous pouvez directement aussi prendre des usines, donc ça c'est les fameux aspirateurs qu'Ahmed mentionnait, où vous avez des ventilateurs qui vont envoyer le CO2 sur des sortes d'éponges de solvants ou de matériaux poreux et après concentrer le CO2 pour le mettre dans des puits de carbone. Et après, vous avez tout un tas d'autres méthodes qui consistent à accélérer des phénomènes naturels comme l'altération des roches. Donc, il y a un phénomène naturel d'absorption du CO2 qui est en fait le seul à l'échelle aujourd'hui qui permet les roches, certaines roches en fait au contact de pluie et de CO2 de l'air vont devenir des minéraux, des carbonates et donc stocker durablement le CO2 qui va se retrouver au fond des océans. Et donc, il y a des manières et des réflexions sur comment accélérer ce phénomène naturel pour le faire grandir d'échelle. Et puis ensuite, vous avez tous les écosystèmes marins que vous pouvez renforcer, les mangroves, les tourbières, les éléments humides sont extrêmement riches en carbone et donc il faut, en les renforçant, en augmentant leur échelle, on peut stocker du carbone. Et pour finir, ça peut être un peu long, mais ça permet de faire tout le paysage. Vous avez toutes les familles océaniques où soit vous augmentez la biodiversité marine avec la permaculture, avec des méthodes qui permettent d'augmenter la biomasse marine, soit vous actionnez la pompe chimique parce que les océans contiennent énormément de carbone sous forme de carbonate et de bicarbonate et en augmentant l'alcalinité des océans, vous pouvez augmenter le puits CO2 de l'océan. Donc vous avez toutes ces familles et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Donc énormément d'options, énormément à la fois des options naturelles comme tu l'as dit et des options, j'allais dire industrielles. Et en même temps, face à ça, donc un écosystème qui se met progressivement en place avec l'émergence, en fait, littéralement d'une filière et d'un marché du carbone. C'est ça, absolument, merci. Ouais. Merci Ahmed. Et ici, je vous partage du coup un aperçu simplifié de l'écosystème, du marché du carbone de manière générale, où d'un côté, nous avons les entreprises qui promettent d'atteindre les zéro émissions nettes, donc le net zéro carbone, et qui vont chercher à acheter des crédits carbone. Et de l'autre côté, les fournisseurs de crédits carbone que l'on nomme CDR pour Carbon Dioxide Removals. Donc, ce sont ces entreprises qui éliminent le carbone afin d'ensuite revendre ces certificats auprès d'entreprises. Et tout autour, nous avons un écosystème qui s'est construit, qui aujourd'hui se base sur tout premièrement les certificateurs qui, eux, vont vérifier l'intégrité de chacun de ces projets, vérifier leur capacité de, en effet, séquestrer le carbone, leur permanence. Ici, les questions de MRV, donc on parle de Measurement, Reporting and Verification. Et de ce point de vue-là, ensuite, nous avons, ce qui est assez intéressant pour tous ces acteurs-là, ces certificateurs, c'est que nous avions tout premièrement des acteurs traditionnels tels Verra et Gold Standard qui se sont focalisés sur la certification de ces premiers projets,
ces premiers types de crédit carbone issus de la reforestation, afforestation, mais également d'émissions évitées. Et aujourd'hui, on voit l'avènement de nouvelles agences, telles Puro, telles Carbon Future, ou même à bientôt la Commission européenne qui, elle, cherchera justement à fournir de nouveaux instruments afin de certifier ces crédits et amener aussi un peu plus de crédibilité au marché. Ensuite, oui, excuse-moi, Ahmed. Non, vas-y, excuse-moi, Paulo. Excuse-moi. D'un autre côté, nous avons ensuite les développeurs de projets. Ce sont des sociétés de conseil qui également, elles, accompagnent les entreprises afin d'atteindre leurs objectifs, mais qui aussi développent le propre projet d'élimination de carbone ou leur propre projet de crédit carbone. Ici, les questions d'organismes comme South Pole, mais également EcoAct, qui sont des acteurs traditionnels aujourd'hui dans le marché. Nous avons ensuite les marchés, donc les places de marché, qui, elles, connectent les entreprises directement au projet. Donc, on parle de Puro, de Nori, de Lune, qui, elles, facilitent l'accès à ce genre de crédit. Et finalement, nous avons les acheteurs directs. Donc là, il est question de courtiers tels que Carbonix, mais aussi des coalitions d'acheteurs comme Frontier Climate, qui est une initiative américaine avec des acteurs tels que McKinsey, Shopify, Stripe et Meta. Et encadrant le tout, nous avons finalement les agences de notation qui, elles, sont en développement. Je note en développement parce que, de nouveau, elles se focalisent sur les crédits carbone dits traditionnels, donc vraiment ces crédits carbone issus de l'élimination temporaire ou d'émissions évitées, qui, elles, justement, vont venir noter l'intégrité des projets, noter la permanence, l'additionnalité. Et de l'autre côté, nous avons les assureurs qui, eux, cherchent à gérer les risques liés à l'achat de crédit carbone. Et les risques ici sont des risques, de nouveau, d'intégrité. Est-ce que le crédit carbone que j'achète est intègre? Et les risques typiquement aussi de livraison. Lorsque l'on travaille directement avec ces fournisseurs de crédit, pour la plupart, les ventes se font dans le futur, ce qui représente un risque pour l'acheteur. Et donc, nous avons aussi des entreprises, des assureurs qui aujourd'hui développent de nouveaux instruments pour assurer ce genre de produit. Et une dernière brique qui manque ici, évidemment, et qui est extrêmement importante, c'est la brique des gouvernements qui, eux, vont justement mettre en place les incentives nécessaires pour pousser les entreprises, évidemment, à acheter ce genre de crédit et qui vont justement nous permettre de développer ces mécanismes afin d'éliminer ces émissions que nous avons en excédent dans l'atmosphère aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant, Karim, Paolo, en fait, entre la partie vision techno et la partie vision acteur, c'est que littéralement, et je pense qu'on converge sur ce point, il y a en fait gérer le carbone dans quelques années, et peut-être même dès aujourd'hui, ça devient un secteur d'activité économique, en fait, littéralement, et un secteur d'activité économique qui va être comme gérer l'eau, gérer les déchets. Et des acteurs sont en place. Ils vont être de plus en plus réglementés parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, la réalité, c'est que le marché volontaire aujourd'hui, c'est un peu le Far West avec des projets, pardon de l'expression, mais un peu dégueulasses et des projets un peu plus fiables et un peu plus sérieux. Et d'une certaine manière, en fait, c'est comme dans toute activité économique qui se développe. Au début, c'est n'importe quoi. Et puis, progressivement, vous avez un régulateur qui pose des bases, qui pose des règles, qui demande un certain niveau de qualité et de sécurisation et qui permet en fait à des acteurs qui sont un peu plus prudents d'entrer progressivement dans le jeu. Sauf que là, la particularité en fait de cette activité, c'est qu'en plus, elle est drivée par un objectif politique général de maîtrise en fait du dérèglement climatique. Donc, qui dit un marché qui émerge dit comment on passe à l'échelle et comment on fait justement pour qu'une filière compétitive se mette en place. Et de ce point de vue-là, on va voir quelques exemples et aussi quelques principes qu'on commence déjà à identifier pour assurer ce passage à l'échelle. Karim, tout à tu fait. Écoute, oui, très bien, Ahmed. exemples? Tout à fait, ouais, merci. Ahmed, pour donner un peu de concret par rapport à la vision théorique que j'exposais tout à l'heure. Donc, encore une fois, à l'échelle aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est de planter des arbres. Donc,
absolument une activité importante. Et d'ailleurs, il faut faire attention quand on dit planter des arbres, il faut aussi garder à l'esprit un objectif de biodiversité. Et on parle pas simplement de faire des plantations agro-industrielles, mais si on peut en plus faire en sorte que ce soit des forêts avec une vraie biodiversité, c'est encore mieux. Donc, protégeons les forêts. Je veux répéter ce message parce que c'est vraiment important dans le paysage. Et ce que je vais décrire là, qui est un peu plus technique, n'exclut pas du tout le développement de choses, de méthodes plus traditionnelles. Maintenant, si vous regardez ce qui se fait un peu de nouveau aujourd'hui, donc dans la famille aspirateur, hein, pour faire simple, système qui vraiment prennent le CO2 de l'air, c'est des usines qui servent qu'à ça. On appelle ça du DAC, Direct Atmospheric Capture. Il y a un premier projet emblématique qui a vu le jour fin 2021 en Islande. Vous voyez ça à l'écran. Hein, vous avez quelques modules. C'est l'usine Climeworks en Islande qui capture chaque année 4000 tonnes par an de CO2. Donc 4000 tonnes, c'est rien du tout, mais c'est une première étape vers un passage à l'échelle. Il faut commencer de toute façon par ce type d'échelle pour vérifier les technologies avant de faire quelque chose de plus gros. Et ce qu'ils font avec Climeworks, ils sont associés avec un projet qui est en Islande. En fait, en Islande, il y a des roches basaltiques. Donc, quand vous injectez du CO2 dilué dans l'eau, eh bien, ça se minéralise, ça devient du calcaire. Donc là, vous êtes sûr que vous avez un stockage durable. Et ces deux entreprises, Carbfix, qui est issu d'un projet scientifique islandais il y a 20 ans, ont prouvé, ils cherchaient à se débarrasser de certains gaz acides et ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient stocker du CO2 dans les roches islandaises. Les deux sont associés et donc les 4000 tonnes que l'usine de Climeworks capture dans l'air avec un procédé de sorbant, d'adsorbant, eh bien, ça va, en utilisant de l'énergie renouvelable au passage, géothermique, va être séquestré durablement dans les roches de l'Islande. Deux autres exemples dans d'autres secteurs. Vous avez le projet Vesta. Lui, il travaille sur l'axe de l'altération des roches. Hein. Donc, on accélère ce phénomène géologique qui permet en fait de transformer le CO2 atmosphérique via l'eau des pluies sur certaines roches comme l'olivine pour derrière créer des carbonates qui vont se retrouver au fond des océans. Et donc, il y a le projet Vesta qui a également une émanation en France. À ma connaissance, il y a une entreprise française de start-up qui s'appelle Carbon Time qui travaille à développer ce procédé en France. Et puis ensuite, donc là, on est sur l'expérimentation, premières échelles, premières centaines de tonnes. Et puis l'enjeu ici, c'est de vérifier comment on prouve que le CO2 a bien été capturé. Donc c'est ce que disait Paolo, le MRV est important. Et enfin, un prochain projet dont la décision d'investissement devrait arriver d'ici cette année ou l'année prochaine, c'est en Suède. Il y a une grosse centrale biomasse qui alimente un réseau de chaleur en utilisant de la biomasse locale. Ça s'appelle Stockholm Exergi et ils sont en train de mettre en place un projet pour capter le CO2 des fumées de combustion de cette biomasse pour l'emmener ensuite dans des formations géologiques au large de la mer du Nord en partenariat avec la Norvège. Et donc là, on est sur un projet à 400 000 tonnes par an de CO2 qui pourrait voir le jour d'ici 2026-2027. Donc voilà, donc Climeworks travaille sur son prochain projet avec une échelle x10 à 40 000 tonnes. Il commence à y avoir des projets de capture qui sont de l'ordre de la centaine de milliers de tonnes. Premières étapes dans cette décennie avant de commencer à viser les millions de tonnes et puis les gigatonnes à terme pour l'ensemble de ces méthodes. Top, merci Karim. Paolo, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques éléments quelques principes en fait, qui commencent à apparaître sur ce dont on a besoin pour que la filière émerge? Absolument. Et aujourd'hui, donc, la question est comment déployer à échelle ces nouvelles technologies. Et il y a une feuille de route aujourd'hui qui est partagée, une sorte de consensus autour des étapes à suivre. Et tout premièrement, évidemment, c'est l'augmentation radicale de la demande. Donc, aller au-delà du marché volontaire, l'appliquer également auprès des marchés obligatoires, le compliance market, mais aussi obtenir de la part de gouvernements des mandats directs auprès d'entreprises qui émettent plus que d'autres industries. Ensuite, donc, cette augmentation radicale de la demande. Et ça, c'est vraiment le premier jalon. Ensuite, nous avons une maturité technologique. Et donc, il y a un réel travail de fond à faire pour être certain que la manière dont ces technologies opèrent le font de manière opère et élimine ce carbone, le fasse de manière optimisée, c'est-à-dire en maximisant au possible l'usage d'énergie pour éliminer ce processus, éliminer ce carbone. Et donc, une certaine maturité technologique est nécessaire aujourd'hui pour atteindre le milliard de tonnes à éliminer ou les 10 milliards de tonnes à éliminer d'ici 2050. Ensuite, il y a une licence sociale et je pense que c'est un sujet super pertinent, surtout en France, où il est aussi nécessaire d'avoir une acceptation au niveau public. C'est-à-dire qu'il faut que aujourd'hui,
les Negative Emission Technologies, les projets dont on parle aujourd'hui, soient acceptés d'un point de vue public, politique et privé. Évidemment, le souci premier aujourd'hui est de réduire nos émissions, mais pour ces émissions qui ne pourront pas être abattues, il nous faudra de ces technologies, il nous faut éliminer l'excédent de carbone que nous avons, donc nous dépendons de celles-ci, et donc c'est une chose qui doit être acceptée. Ensuite, nous avons finalement la chaîne d'approvisionnement. La plupart de ces technologies requièrent énormément de ressources, ont besoin de matériaux, et ici, d'avoir en place des bonnes chaînes d'approvisionnement permettront du coup à ces industries de se déployer, à atteindre les échelles requises. Donc l'acheminement d'énergie, l'acheminement de matériaux, etc. Et évidemment, pour entretenir toutes ces machines, toutes ces entreprises, il nous faut du capital humain. Et donc aujourd'hui, il faut aussi également massivement investir dans l'éducation pour permettre de former ces nouvelles personnes qui se chargeront de gérer l'aspect opérationnel de ces entreprises. Et le dernier point, évidemment, c'est l'infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, on parle en particulier de parcs d'énergie renouvelable, parce qu'évidemment, pour la plupart, ce sont des projets qui nécessitent énormément d'énergie. Et pour qu'un crédit soit valide, ce crédit doit être net négatif, c'est-à-dire qu'il doit, pour 1 tonne d'éliminer, il ne faut pas que 2 tonnes en soient émises. Et donc, évidemment, il nous faut un accès à une énergie abondante, peu chère et qui n'émet pas. Et donc, si je devais résumer en quelque chose, aujourd'hui, pour atteindre la mégatonne, donc ici, on parle de 1 million de tonnes de CO2, de carbone, de dioxyde éliminé, il nous faut principalement du MRV robuste, des systèmes qui nous permettent de réellement vérifier l'intégrité de ces projets, et énormément de projets pilotes, parce que, comme je le disais avant, pour la maturité technologique, il est peu clair encore de savoir quelles seront les technologies qui seront les plus à même de répondre à nos besoins. Et une fois que nous aurons débloqué cette étape-là, il nous faudra un déploiement massif de ressources pour atteindre justement le milliard de tonnes de séquestrées, qui est l'objectif pour 2030, et les 10 milliards d'ici 2050. Super, Paolo, merci beaucoup. Petit point d'orga, s'il vous plaît, posez vos questions dans l'onglet questions, parce qu'en fait, ça nous permet de répondre par écrit en parallèle dès qu'on est un peu dispo, et ça assure qu'on réponde à toutes les questions qui sont posées. J'ai Fatima qui a dit qu'elle ne pouvait pas mettre sur onglet questions. Ce n'est pas grave, si vous mettez dans le chat, on regardera aussi, on verra à ce que les réponses soient apportées. Mais au maximum, s'il vous plaît, mettez sur questions. Et aussi, Karim et Paolo, du coup, si vous avez un moment pendant la discussion de jeter un coup d'œil à questions, vous verrez que vous pouvez répondre aux questions pour lesquelles la réponse est simple directement par écrit. Pardon pour l'intendance. Donc, on arrive après ce panorama global à la fois sur le besoin physique, les aspects technoprocédés et les aspects de filière, hein, au sens de vraiment de filière industrielle pour faire émerger le marché. On a l'acteur incontournable dans le monde de l'énergie qui est toujours la réglementation, hein, parce que mine de rien, l'énergie, c'est un sujet de souveraineté, qu'on le veuille ou non, et la réglementation n'est jamais très loin. Et de la même manière, du coup, pour la gestion du carbone, la gestion à venir du carbone, on a les premiers jalons réglementaires qui se mettent en place. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que dès lors qu'on est dans une problématique de transition énergétique, on a toujours la réglementation qui se met en place progressivement. Donc, ça commence au début très light. On va poser des principes, on va poser des exigences de qualité ou de traçabilité. Et de proche en proche, en fait, ça se complexifie et ça se sophistique. Et ce qu'on va voir là avec la réglementation ou le cadre qui est en train de se mettre en place pour la compensation, la dépollution de l'atmosphère, puisqu'on n'a pas trouvé meilleure expression, c'est justement ça. C'est à la fois des éléments sur les process et des éléments sur la qualité. J'ajoute quand même que au niveau européen, au-delà de cet aspect de dépollution de l'atmosphère, on a une réglementation qui est très importante, qui est en train d'être aussi mise à jour, qui est celle sur la gestion des terres, UTCATF, et qui, pour la première fois, donne au niveau européen un objectif de quantité de CO2 capté par les puits naturels, les puits carbone naturels issus de la gestion des terres. Parce qu'il ne faut pas oublier que
parmi les principales causes des émissions de gaz à effet de serre, on a évidemment la combustion de carburants fossiles, mais on a aussi la déforestation et le changement d'affectation des terres. Donc, d'une certaine manière, cette réglementation UTCATF, elle converge avec la mise en place progressive du cadre réglementaire de dépollution. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la réglementation, Paolo, est-ce que tu peux juste nous dire en fait un des principes fondamentaux autour desquels va se positionner ce cadre? Eh ben, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est depuis la création des protocoles de Kyoto, il y a une évolution continue vers des critères d'intégrité et de permanence, donc on parle de durabilité, qui sont vus en fait comme les seuls mécanismes appropriés pour apprécier le coût réel des émissions. Et donc, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, on voit un nombre de nouvelles normes adoptées afin de privilégier les crédits issus de l'élimination permanente et durable du carbone. Et quand on parle de durabilité, c'est la permanence qui se mesure sur plusieurs siècles, voire milliers d'années, et les chances de réémission. Il faut évidemment que la séquestration soit pérenne et qu'il y ait très peu de chances de réémission. Et donc ça, c'est le cadre aujourd'hui qui vient dicter en tout cas l'agenda auprès de la Commission européenne. Parce que justement, si on prend toujours en compte quel est le contexte c'est d'apprécier le coût réel des émissions et c'est de trouver une manière de financer du coup l'élimination de cet excédent de carbone. Et juste ici, j'ajoute un point, pardon si tu l'as fait déjà, Paolo, j'étais pas attentif, mais parce que j'ai vu une question qui a été posée par... Absolument. Pardon, mais j'ai oublié qui l'a posée, sur le risque de réversibilité. Et donc, les projets de capture qui passent par de la minéralisation sont irréversibles d'un point de vue physique, en fait. Donc, du CO2 minéralisé, physiquement, en fait, la réaction ne peut pas aller dans l'autre sens, entre guillemets, pardon d'utiliser des termes un peu béotiens. Et si je peux aussi me permettre, c'est aujourd'hui, il faut savoir que pour qu'un crédit soit considéré intègre, évidemment, les chances de réémission sont prises en compte. On parle de reversal risk en anglais. Et pour que un crédit soit considéré de qualité ou de haute qualité, il faut évidemment qu'il y ait très peu de chances que le carbone soit réémis. Et c'est pour cela, évidemment, qu'on est en train de switcher des crédits carbone issus de la séquestration temporaire, comme la reforestation ou afforestation, où malheureusement, évidemment, celle-ci s'expose à de grands risques de réémission avec les feux de forêt, etc., vers des crédits issus de la minéralisation, où, comme tu le disais, Ahmed, très difficile de réémettre le carbone minéralisé. Et si on va un peu plus dans le détail, là, sur le process qui est en train d'être mis en place, Karim, tu peux nous en dire 2 mots? Bien sûr. Donc, en fait, ce qu'on constate, ce qui se passe au niveau européen, qui réglemente aujourd'hui, qui est en avance de phase sur les États, c'est la mise en place d'un schéma, en fait, d'un framework, donc d'un cadre de certification, le CRCF s'appelle. Donc, c'est un cadre de certification des émissions, de l'élimination du carbone. Donc, ça permet en fait de créer une forme de label de qualité européen qui pourra être utilisé dans le marché volontaire et plus tard peut-être dans le marché type ETS ou un marché réglementaire au niveau européen. Et donc ce schéma a été publié fin d'année dernière, basé sur une communication générale de la Commission qui date de la fin 2021, dans laquelle ils expliquaient qu'il y avait une vision générale, en fait, qui explique que globalement le cycle de carbone, au-delà de la neutralité, doit atteindre une forme de négativité et que, en attendant, le levier de l'élimination est nécessaire en complément de la décarbonation. Donc il y avait tout un cadre qui était en place, et donc fin d'année dernière, le 30 novembre, un premier projet de ce référentiel de certification a été mis en place. Alors, il donne un certain nombre c'est un début du travail, il donne un certain nombre d'indications sur les types d'élimination, soit durable, soit carbon farming, c'est-à-dire séquestration dans les sols, soit dans des produits. Et puis ensuite, petit à petit, il y a des groupes d'experts qui se réunissent cette année pour définir des méthodologies précises pour aboutir à la certification des premiers projets, après validation politique, évidemment, au niveau du Parlement, cette année ou l'année prochaine. Top. Donc du coup, si vous voulez suivre le sujet, c'est un sujet en cours qui est dans la navette législative européenne et dont on entendra parler à la fois cette année pour la négociation et à partir de l'année prochaine pour la mise en place effective. Voilà pour la présentation. Les questions sont nombreuses.
Je vois que pour certaines, vous avez commencé, Paolo et Karim, à écrire, à prendre les réponses par écrit. Si vous voyez, vous êtes sur l'onglet questions, Paolo, Karim? Oui. Oui. Bah, du coup, peut-être prenez les questions au fur et on les prend au fur et à mesure. Hein, non, il y a un système de vote, comme vous voulez. Qu'est-ce que... Moi, je peux commencer parce que j'ai par erreur, pour Paul Ouais, Bécourt-Foch, j'ai clôturé par erreur une question avant d'avoir mis la réponse. Hein, c'est une fausse manip. Donc, j'ai remis la réponse dans le chat. d'accord. Mais peut-être que donc la question, lorsqu'on mène des projets de séquestration de carbone, est-ce qu'on compte toutes les émissions? Oui, l'idée, c'est de faire une analyse de cycle de vie, de life cycle assessment complet qui permet de vérifier sur les aspects carbone. Est-ce que, évidemment, on ne va pas émettre plus en faisant, que ce soit dans la construction des projets ou dans leur opération, émettre plus de CO2, de gaz à effet de serre que ce qu'on retire, hein, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça fait partie des aspects qui sont calculés. Typiquement, je crois qu'il y avait aussi une question sur Climeworks, les 4000 tonnes, est-ce qu'elles sont nettes ou brutes? Il me semble qu'elles sont nettes, mais derrière, ils ont publié une analyse de cycle de vie faite par un tiers qui s'appelle DNV, donc une entreprise d'engineering qui a certifié leurs émissions. Et il me semble que c'est publié, vous avez tous les calculs qui permettent d'arriver à ça. Eux, Climeworks, en Islande, ils utilisent vraiment une énergie géothermique, donc l'impact carbone est très faible. Et puis, ils stockent directement sur place dans des systèmes. Donc, c'est vraiment un cas un peu idéal où on arrive à avoir une très bonne performance. Ça reste très cher, hein, évidemment, c'est de la capture atmosphérique directe. Mais globalement, on regarde ces aspects-là parce que sinon, ça n'a pas de sens. Peut-être si tu as des infos sur la consommation énergétique, justement, puisqu'on est sur des approches nettes de la consommation énergétique du DAC. Oui, alors en fait, ça, c'est régi par les lois de la thermodynamique. Hein. A priori, on ne va pas pouvoir les bouger. Ouais. Donc, le CO2, il est concentré à 0,04% dans l'atmosphère. Hein. Ça correspond aux 420 ppm. Donc, c'est trop, mais en fait, c'est pas beaucoup d'un point de vue physique. Donc, les estimations sont de l'ordre de 8 à 9 gigajoules par tonne de CO2 capturé. Donc voilà, c'est un chiffre, c'est beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, et l'idée, c'est de la baisser au fur et à mesure. Ouais. Alors, un point. Vas-y, Paolo, tu voulais compléter? Non, c'était pour répondre à une autre question. Ok. Ah bah vas-y, tu l'avais identifié là, c'est laquelle? Oui, je pense que c'est une question super importante à répondre. C'est la question de Dimitri Séguret qui parle vers cette de question, ouais. les crédits carbone, est-ce un droit à polluer? Ouais. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout, surtout que lorsqu'on parle de séquestration permanente, il y a des réels coûts qui sont liés à ces nouvelles technologies. Ce sont des coûts très importants qui permettent justement aux entreprises d'apprécier le coût réel de leurs émissions. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on approche une entreprise et on lui dit, écoutez, une tonne d'émise représente 500 € à devoir payer pour justement la compenser, et ben cette entreprise-là est amenée évidemment à réfléchir ses émissions et trouver des manières de réduire d'abord ses émissions avant de les compenser. Mais de nouveau, là, je pense qu'il est aussi important de reprendre le contexte. Et le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on a un excédent de carbone qui doit être retiré pour rétablir un équilibre dans les écosystèmes. Et aujourd'hui, il nous faut du coup déployer ces technologies pour éliminer cet excédent. Et donc, la meilleure chose que l'on puisse faire pour rationaliser le déploiement de ces technologies, c'est ces crédits carbone. C'est le seul outil disponible que les gouvernements ont en place aujourd'hui pour rationaliser le développement et l'implémentation de ces technologies. Et donc, je pense que c'est aussi un peu une fausse question. La vraie question, c'est comment faire, du coup, comment financer ces initiatives pour éliminer ce carbone que l'on trouve aujourd'hui dans l'atmosphère. Et peut-être dans le prolongement, dans l'autre question importante de Dimitri sur laquelle serait intéressant d'apporter un peu de clarté, c'est l'approche des lobbies pétroliers qui misent beaucoup sur le CCS et CCU, donc capture du carbone en sortie de production, donc en sortie de production qui émet du carbone, soit pour le réutiliser, donc une forme d'efficience énergétique ou une efficience de pollution, si j'ose dire, soit pour le stocker. Est-ce que moi, je peux apporter des éléments de réponse? Est-ce que vous en avez aussi? Oui.
Oui, moi je pense qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces organisations qui dictent l'agenda. L'agenda est dicté par les gouvernements qui, eux, justement, ont des objectifs à atteindre. En Europe, il est question de réduire de 55% des émissions d'ici 2030 et atteindre justement la neutralité carbone ou le net zéro carbone d'ici 2050. Et donc, les efforts vont dans ce sens-là. Ce que ces industries pétrolières ou ces entreprises pétrolières font, c'est qu'elles mettent en place des mécanismes leur permettant de réduire leurs émissions CO2 pour justement limiter la casse d'une certaine C'est ça. manière au moment où elles devront payer C'est leur ça. crédit carbone. C'est hyper important et pardon, je reviens un peu au début et peut-être que j'ai pas été assez précis dans la présentation. En fait, le CCS, donc capture et stockage, ou le CCU, capture et réutilisation, ne règle pas fondamentalement le problème de retirer du carbone qui stagne aujourd'hui dans l'atmosphère. Donc en fait, ce que font les pétroliers en développant ces technos, c'est juste de l'optimisation de l'efficience dans la pollution en fait. Mais fondamentalement, ils sont à côté déjà de l'objectif de réduire à zéro les émissions en flux, et 2, de dépolluer. Après, on est tous conscients qu'il y a un bout, un ensemble vide qui s'appelle le hard to abate et sur lequel on est tous un peu embêtés, qui est qu'on a le sentiment que pendant un petit moment encore, on va avoir une part marginale de pollution ou d'émissions de CO2 pour laquelle on n'a pas véritablement de techno mature et probablement il va falloir trouver des solutions pour compenser est limité. Mais ce qui est certain, donc à la rigueur, ces technos CCS et CCU peuvent avoir une petite place dans ce hard to abate, mais qui n'est pas du tout aujourd'hui réglementé ni identifié en tant que tel comme un objet politique. Mais ce qui est sûr, c'est que le CCS et le CCU n'a pas vocation à être une techno de capture et de retrait et de séquestration durable du carbone. Ouais. Si je peux rajouter un complément, effectivement, il s'agit de méthodes d'évitement d'émissions où à la base on a un procédé qui utilise une énergie fossile, donc a priori un hydrocarbure, charbon, gaz ou pétrole. Bon, aujourd'hui, 80% de notre usage énergétique dépend de ces hydrocarbures, donc tout l'enjeu est à quelle vitesse on décroît la consommation de cette énergie, mais il faut se projeter dans un système futur dans lequel finalement l'exploitation d'hydrocarbures, on ne veut pas prendre du carbone dans le sol qui a été stocké pendant des millions d'années par la nature et le ressortir. C'est ce qu'on fait depuis 200 ans un peu à rythme intensif, c'est ça qu'il faut arrêter. Et après, il reste une place de débat sur quel est le rythme de décroissance de cette extraction. Il faut qu'on se projette dans une société où il n'y a plus besoin d'extraire d'hydrocarbures pour alimenter notre civilisation en énergie. Et c'est là qu'il y a une difficulté. Donc, il faut effectivement rester vigilant vis-à-vis des acteurs, les uns ou les autres, ou les pétroliers, qui peut-être auraient une tendance à vouloir maintenir une forme de business as usual parce qu'ils gagnent de l'argent en ressortant des hydrocarbures du sous-sol. Mais demain, il faut qu'on se projette dans une vision où il n'y a plus besoin de ça. Et en attendant, voilà. Donc la subtilité du débat est là, à mon avis. Petite question de Camille sur la possibilité de capter autre chose que du CO2. Oui, alors je peux peut-être donner un éclairage. Donc le gros des méthodes, c'est carbon dioxide removal, mais les Britanniques parlent de GHG, donc greenhouse gas removal. Hein, donc ils font jamais un petit clin d'œil, nos amis britanniques font jamais les choses comme tout le monde. Donc il commence à y avoir des réflexions sur comment récupérer le méthane, hein, qui est le deuxième contributeur aux gaz à effet de serre. C'est plus compliqué parce qu'il est encore un ordre de grandeur. Enfin, il est 1000 fois moins concentré en gros que le CO2, puisqu'on parle en ppb, parts par billion. Néanmoins, il y en a trop, il est en excédent par des raisons à la fois naturelles. Et le méthane vit en fait une douzaine d'années dans l'atmosphère et après il se décompose, il s'oxyde. Donc toutes les méthodes consistent à accélérer l'oxydation à ma connaissance, du méthane pour faire en sorte qu'il devienne en fait du CO2 et qui est moins nocif parce que le méthane, il est 100 fois plus nocif sur une échelle de 20 ans que le CO2. Donc il y a des réflexions. C'est un champ qui est plus émergent encore et moins mûr encore que le CO2, mais on y réfléchit. Je vais prendre des éléments de réponse pour Johanna sur à la fois les impacts environnementaux et la structuration de marché. Alors, sur les impacts environnementaux, j'ai déjà donné quelques éléments sur le fait que, mine de rien, les problématiques de biodiversité, les problématiques d'entretien et de maintien des puits carbone, les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, pour une partie, va converger avec la stratégie de dépollution de l'atmosphère. Alors, il y a les procédés dont a parlé Karim d'accélération de process naturels ou
de process techno-industriels qui peuvent avoir un impact, mais qui sont assez strictement encadrés désormais par les réglementations spécifiques liées à ces différentes technos. Je ne sais pas si Karim, Paolo, vous voulez compléter cette première partie de la question. Non. Pas certain, moi je suis pas certain de vraiment la comprendre en tant que telle. Alors, Johanna, si ce que je t'ai répondu n'était pas assez clair, n'hésite pas à reposer la question sur les impacts environnementaux. Et ensuite, sur la partie marché, en fait, il n'y a pas de droit attribué aujourd'hui sur tout ce dont on vient de parler en matière de dépollution. En fait, les droits sont attribués dans le marché des quotas carbone. Et le marché des quotas carbone, en fait, c'est un marché qui est organisé pour réduire les émissions, donc réduire les flux. Et donc, pour réduire les flux, pour piloter en fait la réduction des flux, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un prix au carbone émis, misant sur le fait que plus le carbone émis coûte cher, plus on incite les acteurs industriels qui émettent du CO2, des gaz à effet de serre, à transiter vers des activités qui émettent moins. Et donc, effectivement, il y a eu des problématiques de volatilité des prix. Cette problématique de volatilité des prix, elle a été prise en compte par la Commission européenne de deux manières. Premièrement, en retirant tout un tas de quotas qui ont été alloués gratuitement pour lever le prix du CO2 vers la valeur tutélaire. Et deuxièmement, en mettant en place ce qu'on appelle un mécanisme de réserve qui vise en fait à introduire l'évolution progressive, la tendance progressive du prix marché du CO2 vers la valeur tutélaire dans un tunnel. Donc, en substance et très schématiquement, la Commission a une réserve de quotas qu'elle peut vendre et retirer ou acheter en fonction de l'évolution des prix du CO2. Et dernier point, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même, c'est que le prix de marché du CO2 se rapproche de plus en plus et il a déjà atteint la valeur tutélaire en fait. On a atteint 100 euros. Je crois qu'on est redescendu, mais aujourd'hui, grosso modo, là maintenant, on a un point de stickiness, de viscosité autour de 100 euros et je ne vois pas le prix dégringoler désormais. Non. Et si je peux dire aussi, Paolo, je t'en prie. Ouais, non, c'était plus aussi pour revenir du coup sur le marché volontaire qui lui a une dynamique différente parce qu'aujourd'hui, en fait, la dynamique est de vouloir, ce que l'on cherche à faire, c'est investir dans cette industrie pour atteindre les économies d'échelle qui nous permettraient de justement baisser le prix moyen de ces crédits carbone issus de l'élimination permanente du carbone, qui aujourd'hui sont pour la plupart à des prix prohibitifs, où on parle pour certaines technologies de 1000 euros la tonne, etc. Et donc, pour pousser les entreprises à acheter ce genre de crédit, il faut qu'ils atteignent justement le prix idéal de 100 euros la tonne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'incentiviser les acheteurs à financer ces projets pour baisser le prix moyen de ces tonnes. Donc, c'est une dynamique opposée. Peut-être un mot pour les externalités en fait, pour répondre à Johanna en complément de vos réponses, c'est que oui, on regarde de toute façon dans ces méthodes à chaque fois non seulement l'aspect carbone, mais une analyse de cycle de vie, elle impacte une dizaine de paramètres, notamment incluant tous les polluants, toutes les externalités sur les ressources. Donc c'est important, oui, et c'est regardé, même si le métrique principal, l'indicateur principal reste le carbone. Et après, il peut y avoir des co-bénéfices, c'est-à-dire typiquement, si on fait correctement de l'aboisement ou du reboisement, on peut favoriser de la biodiversité, la stabilité des sols, etc. Donc, les deux aspects sont importants et également, j'allais mentionner les aspects également sociétaux, c'est-à-dire qu'une des externalités positives de ce secteur, c'est potentiellement la création d'emplois qui contribuent finalement à régénérer notre environnement et qui crée de la prospérité. En fait, ce qu'il faut voir pour compléter aussi vos réponses, Paolo et Karim, c'est que la partie dépollution qu'on a présentée aujourd'hui, on a besoin que les prix baissent, justement, pour que la filière émerge. On a besoin que les prix baissent. Et donc, il faut le voir un peu comme le lancement du solaire et de l'éolien il y a 20 ans, où ça coûtait extrêmement cher. Et par des effets d'échelle, le prix des composants a baissé, ce qui a permis en fait aux clients d'accéder à une énergie compétitive. Et donc, de la même manière, on a besoin que les méthodos de dépollution, que le prix de ces méthodos baisse pour que à la fois les acteurs publics comme privés puissent
financer ces infrastructures et ces projets qui vont capter du carbone de l'atmosphère. En fait, peut-être aussi pour finir de compléter, Ahmed, si tu permets, ouais, effectivement, quand on passe par un marché, de toute façon, on a tous les avantages, mais aussi les inconvénients de marché. Donc, il peut y avoir de la volatilité si les marchés sont mal conçus. Mais in fine, c'est pas le sujet. En fait, le marché, c'est un outil pour faire en sorte que ces méthodes soient mises en place. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune incitation. Personne ne vous paye pour dépolluer l'atmosphère. En fait, c'est comme si cette activité c'est comme si on avait descendu nos poubelles pendant 2 siècles dans la rue et que maintenant, il fallait nettoyer le stock. Donc, comme personne ne vous paye pour le faire, il faut trouver une incitation à des acteurs, qu'ils soient privés, gouvernementaux ou autres, pour faire l'effort, en fait, parce que c'est un effort qui est demandé à la collectivité, en plus que ce qu'on fait déjà. Et donc, tout l'enjeu est de trouver les moyens de financer ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et plein de mécanismes seraient possibles. On pourrait très bien avoir un service public de la dépollution atmosphérique, avec des délégations de services publics, avec des régies, enfin, tout comme on voit dans le milieu de l'eau ou dans les déchets. Donc, voilà, le marché, c'est le meilleur outil qui a été trouvé institutionnellement, parce que on n'a pas su faire mieux finalement, mais demain, c'est pas une fin en soi. Ouais, top. Exactement, on pourrait imaginer peut-être demain un impôt mondial comme une TVA pour encourager la dépollution, quoi. Alors, on se dépêche, on a 5 minutes encore, on essaye de prendre le max de questions. Quels sont les critères d'attribution de crédit carbone? Karim en a donné quelques éléments sur la certification, sur la qualité, peut-être qu'on reviendra sur ces éléments en vous mettant, Nassiba, en pointant en fait les références à la réglementation qui donne en fait les critères de qualité des crédits qui permettent de les certifier. Est-ce que les récupérateurs carbone peuvent être déployés au niveau des particuliers d'habitat collectif ou individuel? Il y a des projets qui travaillent sur cet axe, parce que typiquement, quand vous regardez les unités les pompes à chaleur ou les climatiseurs ont des composants qui pourraient permettre éventuellement de faire ça. Après, il y a toute la question de la logistique, parce que si vous avez du CO2 chez vous, il faut en gros qu'il y ait un camion qui vienne le prendre pour en faire quelque chose. Vous n'allez pas le stocker en bas de chez vous. Mais il y a des réflexions là-dessus, parce que ce serait une manière de passer à l'échelle aussi en utilisant des infra existantes. Alors Fatima qui fait un point sur le fait qu'aujourd'hui on repose beaucoup sur l'engagement et la responsabilité, c'est vrai, mais le cadre, encore une fois on en a parlé, hein, le cadre réglementaire se met en place et en fait la Commission européenne, sa manière de travailler est la suivante, c'est-à-dire qu'elle lance une première proposition qui est toujours un peu imparfaite et une fois que le texte est cranté et il est établi au niveau européen, en fait tous les 2-3 ans il s'améliore et il se sophistique. Et donc, on peut raisonnablement penser, ou en tout cas, on ne prend pas beaucoup de risques à émettre cette hypothèse, que le cadre qui est mis en place aujourd'hui est parti pour durer. Il va progressivement inciter les acteurs à se bouger. Oui, Isabelle, ouais, pardon. Peut-être c'est pour dire aujourd'hui, il faut savoir que à partir de l'année prochaine, on a l'implémentation du Corporate Social Responsibility Directive, qui est une sorte de rapport RSE que les entreprises devront fournir en parallèle à leur bilan annuel, qui justement aussi prendra en compte les émissions des entreprises et qui forceront les entreprises à communiquer sur leur impact global RSE, mais en particulier, voilà, si on parle de carbone aujourd'hui, leurs émissions carbone. Et donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est beaucoup d'entreprises qui, du coup, qui réalisent qu'en fait, elles deviendront objet de discours public et qui décident de prendre des mesures. Et ce qui est aussi génial, c'est qu'on sait aujourd'hui que post-2030, justement, la plupart des entreprises seront réglementées, seront tenues responsables pour leurs émissions. Et donc, on voit aussi énormément d'entreprises, et ça, c'est mon quotidien, qui aujourd'hui commencent à mettre en place une feuille de route pour justement être en conformité avec ces régulations futures. Et donc là, il y a vraiment eu un changement sur ces dernières années de paradigme comparé à ce qu'on a vu depuis les protocoles de Kyoto. Peut-être concernant une dernière question, Ahmed, si j'ai encore là une demi-minute. Ouais. Bertrand pose la question de du calcul de toutes les usines. Il faudra 25 000 usines de DAC pour 10 gigatonnes par an, selon Jean-Marc Jancovici. Donc il a raison, Jean-Marc, on le salue au passage. C'est beaucoup d'énergie à faire. La question, c'est qu'il faut le faire, en fait. Il faut décarboner, il faut trouver une nouvelle manière de produire de l'énergie et en plus, il faut nettoyer le stock. Donc, la question, c'est comment maintenant? Comment on fait collectivement, que ce soit avec des usines dans ce genre ou avec les autres méthodes pour régler le problème? C'est ça. Oui, parce qu'il y a d'autres technologies.
il y a d'autres technologies et c'était toute cette question d'optimisation, c'est la maturité technologique. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est tous ces acteurs qui justement travaillent sur comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leur méthode d'élimination. Ouais, et et arrêtez-moi tout de suite si je raconte n'importe quoi, mais je pense que même dans les travaux du GIEC, on prend en compte le fait que cette activité va être émettrice et consommatrice d'énergie dans le bilan global futur de l'énergie utilisée dans le monde, quoi. Mm. C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans les projections, on considère que ce sera une activité économique. Et qui consomme donc des Ouais. ressources. Ouais. Voilà. Alors, Isabelle, tu fais un point sur la biodiversité. Je pense que Karim a répondu au sujet, en partie. Camille, sur le point de la compensation volontaire, peut-on vraiment supposer que les entreprises vont réduire leurs émissions pour éviter de payer? Alors, encore une fois, ce n'est pas la même logique. Finalement, le système de quotas, si les entreprises réduisent pour éviter de payer, j'ai envie de te dire, tant mieux, elles ont réduit, donc du coup, elles ne payent pas et c'est tout à fait logique. Et après, sur le prix des projets, on peut trouver des tonnes à 5 euros. Ça va être plus sur les aspects compensation, évitement, voire communication et greenwashing. Alors, toujours bien avoir en tête cette distinction entre réduire les flux et retirer le stock. C'est très important même pour bien comprendre le positionnement des acteurs du point de vue du greenwashing. Et après, ce qui est sûr, c'est que oui, un bon projet de séquestration permanente aujourd'hui ne coûte pas du tout 5 euros. Donc là, je renvoie à cette notion de Far West qui prévaut aujourd'hui sur la partie volontaire de la compensation et qui va s'organiser, se professionnaliser et se crédibiliser, on peut l'espérer, dans les prochaines années. Oui, et si je peux ajouter quelque chose aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que de toute manière, nous sommes en train d'évoluer d'une approche volontaire vers obligatoire, où justement on voit l'arrivée de ces nouvelles réglementations, comme je le mentionnais, le CSRD, qui demanderont d'abord aux entreprises de rendre compte sur leurs émissions et ensuite à terme de les intégrer dans justement les marchés régulés pour les obliger d'éliminer. Donc en fait, le changement est en train d'avoir lieu. Donc on a déjà changé de paradigme. Et pour finir, alors on dépasse un peu, mais juste le temps de finir pour Nawel et Yann. Nawel, ton point sur la biodiversité, les études d'impact, ça pour le coup c'est un procédé assez naturel dans tout ce qui sort de la Commission européenne. C'est qu'en général, sur des projets type énergie et autres, il y a systématiquement une étude d'impact et le renforcement de la taxonomie qui prend aussi en compte l'impact sur la biodiversité va que confirmer en fait cette approche. Et sur les deux dernières questions, celle de Nawel et de Yann, qui sont sur des maturités échelle de temps et sur les émissions récupérables, séquestrables, à moins que vous ayez les réponses directement en tête, Paolo et Karim. Perso, je peux que vous renvoyer au rapport du GIEC, en fait, qui ont donc le troisième groupe de travail, les rapports de remédiation, qui proposent des analyses très détaillées sur la maturité, les échelles de temps, à quel moment on aurait besoin que les technologies soient matures et les objectifs de retrait qui sont assignés pour tenir une trajectoire de degrés. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il n'y a pas que Direct Air Capture, il y a tout un nombre de technologies et dans certaines de celles-ci, on voit déjà certains volumes atteints. Donc on arrive déjà à des volumes qui sont très importants, qui vont au-delà des centaines de milliers de tonnes de séquestrées. Et même, je dirais, dans les années qui vont suivre, on verra très rapidement l'avènement de méga projets qui, eux, seront en capacité d'éliminer le million de tonnes. Et donc on a déjà atteint certaines maturités et celle-ci va continuer d'accroître au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif. Voilà. Et on arrive donc à la fin de cette discussion. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions qui étaient très, très intéressantes. Je vous laisserai recontacter directement ou Karim ou Paolo si vous avez besoin de préciser certains points. Merci à tous. On espère vous retrouver prochainement pour une autre discussion. Merci Paolo, merci Karim. C'était un vrai plaisir de préparer cette discussion.
Et puis, je vous dis à très vite. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye. Ouais, Au non. revoir.